Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Bonjour et bienvenue dans les hors-séries artistiques du podcast La nymphe et la sorcière, où je vous fais rencontrer non des chercheuses ou des historiennes, mais des artistes qui continuent d'interpréter et de faire vivre les femmes de l'Antiquité. Aujourd'hui, je rencontre Léa Desandré, chanteuse lyrique mezzo-soprano franco-italienne. Formée au chant ainsi qu'à la danse classique, Léa se produit aujourd'hui sur de grandes scènes internationales de la musique, telles que le Festival de Salzbourg, le Festival d'Aix-en-Provence, l'Opéra de Zurich ou encore l'Opéra de Paris. En parallèle, Léa se produit en concert et en récital et a sorti 3 albums. Qualifiée de l'un des talents les plus inspirants de sa génération, Léa est nommée en 2017 Révélation lyrique aux Victoires de la musique, avant d'être consacrée artiste lyrique de l'année à l'occasion des Opus Classiques 2022. Léa a interprété plusieurs grands rôles, souvent le personnage de Chérubin dans Les Noces de Figaro, mais également plusieurs femmes de l'Antiquité, comme la légendaire reine Didon de Carthage dans l'opéra Didon et Énée au Théâtre Royal de Madrid, l'impératrice romaine Popée dans l'opéra Agrippine à l'Opéra de Zurich, et surtout la magicienne Médée dans l'opéra Médée pour l'Opéra national de Paris en 2024. C'est là que personnellement je l'ai découverte, en la voyant incarner une Médée grandiose sur la scène de l'Opéra Garnier. Médée, pour rappel, est donc cette magicienne de Colchide, fille du roi Aétès, gardien de la Toison d'Or, qui va aider le héros Jason à s'emparer de ce trésor, puis à s'échapper dans une fuite meurtrière et sanglante de cour royale en exil à travers la Méditerranée, jusqu'à ce que Jason la quitte pour la princesse Créuse et que Médée décide de tuer leurs propres enfants. Pour plus de détails, nous lui avons consacré un épisode entier avec la chercheuse et écrivaine Blandine Lecalais. Léa a donc interprété la Médée de Thomas Corneille, le jeune frère du dramaturge Pierre Corneille. Pierre a d'ailleurs également écrit sur Médée, une tragédie pour le théâtre en 1635, tandis que Thomas a écrit ce livret d'opéra, mis en musique par le compositeur baroque Marc-Antoine Charpentier, en 1693. Léa a donc incarné ce grand rôle, un rôle qui a beaucoup compté pour elle et qui l'a beaucoup marqué. Et c'est ce dont nous avons parlé dans cet épisode. Nous avons parlé de Médée, de magie, de sa relation à Jason et à Créuse, de ses nuances, de sa charge émotionnelle et de sa complexité. Nous avons parlé de comment préparer un rôle si complexe sans prétendre ni se faire écraser, de ce que Médée a représenté pour Léa et de ce que Léa a découvert en Médée, de chanter, de danser, de devenir femme et féministe. Enfin, nous avons parlé d'autres figures antiques, des reines Didon et Popée, de l'album de Léa dédié aux guerrières amazones et du fait que l'Antiquité inspire nos sentiments de beauté, mais également nos combats de demain. Tous les passages musicaux que vous entendrez sont chantés par Léa et sont extraits soit de l'opéra Médée, soit de l'album Amazone. J'espère que vous serez aussi fascinés par cet échange que je l'ai été, et je vous invite à rejoindre ma conversation avec Léa au sujet de Médée. Bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue dans le podcast La nymphe et la sorcière. Merci. Vous êtes chanteuse lyrique, également un peu actrice et danseuse. Et donc on est ici pour parler notamment de votre rôle dans l'opéra Médée, mais également de vos liens plus généraux, voilà, ces personnages féminins de l'Antiquité. Déjà, avant de plonger dans Médée même, quels sont vos liens à l'Antiquité, à la mythologie, à quand ça remonte? Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous avant de les chanter sur scène? Je pense que ça remonte à l'enfance. C'est un endroit qui était assez fascinant pour moi dès que j'étais petite. Un endroit un peu de rêve, qui fait place à l'imaginaire, au fantasme aussi. Et qui m'inspire beaucoup de beauté, parce que je sais pas, j'ai cette idée de faste même dans la composition d'un être humain, que c'était des figures pleines, complexes, de la beauté des matériaux aussi, des couleurs, comme vos boucles d'oreilles qui sont très belles. Qui me font beaucoup penser à des lotus égyptiens d'ailleurs, c'est pour ça que je les elles sont super belles. Voilà, donc il y avait une fascination. Et quand je pense lorsqu'on m'a proposé de faire mon premier disque, j'avais total chant libre absolu. Et en fait, les figures des Amazones sont arrivées très vite dans le choix du programme.
parce que au cours de ma vie, j'ai été inspirée par beaucoup de femmes fortes dans mes professeurs, les femmes qui m'ont entourée, et que de pouvoir, en tant que premier objet qui me présente au disque, parler de femmes fortes, de leurs histoires aussi, de leurs liens à la nature, de leurs liens entre elles, de la connaissance d'elles-mêmes qu'elles avaient, ça m'inspirait énormément. Donc ça a été peut-être la première fois où je me suis un peu plus plongée dans la mythologie au travers de mon travail. Et puis après, il y a évidemment eu Médée qui était inattendue, parce que je ne devais pas chanter Médée initialement, je devais chanter le rôle de Créuse. Et voilà, j'avais ce rêve d'aborder des personnages de la mythologie, mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussitôt, parce qu'il y a aussi, pour un interprète, une sorte de Graal à aborder des figures comme celle de Médée, presque d'aboutissement d'une carrière. Et d'ailleurs, le pari qu'a fait l'Opéra de Paris et le chef d'orchestre William Christie en me confiant Médée, c'était d'avoir une Médée jeune, beaucoup plus jeune que ce qui est donné à l'opéra habituellement, pour pouvoir confronter la figure de Médée et de Créuse et donner de la complexité au personnage de Jason, justement, qui au final est tiraillé entre deux femmes très similaires quelque part. Donc voilà. Vous avez évoqué le fait que vous vous attendiez à ce que le personnage de Médée soit plus âgé. Ce qui montre aussi que quand on se confronte à ces personnages de l'Antiquité, on a peut-être plein de clichés, d'images qui viennent a priori, etc. Comment est-ce que vous vous êtes emparé du personnage en vous défaisant de tous ces attendus, ces a priori pour vous l'approprier vous? Je suis partie du principe que dans tous les cas, j'étais dans un endroit où on m'attendait pas. Que lorsque l'on pense à la critique, ça allait probablement être de prime abord des critiques négatives dans le sens elle est trop jeune, elle ne correspond pas à ce à quoi on pourrait penser justement, elle répond pas aux clichés quelque part. Donc je me suis très vite libérée de tout ça, parce que je me suis dit dans tous les cas, je ne pourrais pas faire la Médée que l'on attend. Donc ça m'a donné cette liberté dès le début d'aller chercher la Médée qui m'était le plus proche, de me nourrir de toutes mes lectures, de mes visites de musées, de recherches aussi sur internet, de musées dans lesquels je pouvais pas aller, et d'en prendre ce qui me parlait à Léa aujourd'hui, à l'époque j'avais 30 ans, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi. C'était aussi le choix du metteur en scène et du chef d'orchestre d'avoir, comme je vous l'ai dit, une Médée et une Créuse du même âge, donc c'était aussi assumé quelque part. J'ai pas eu à entrer dans les chaussures de quelqu'un qui m'était très différent. Le metteur en scène aussi était en quête de vérité. Lui, ce qui l'intéressait, c'était David Macvicar, c'était que l'émotion passe, que on était très alignés sur le fait que il fallait que Léa, moi, que j'arrive à trouver des points d'empathie avec Médée pour pouvoir transmettre une émotion et pour que le public puisse être touché par cette Médée. Donc je me suis très vite émancipée de tous ces clichés, et ça a été un chemin fascinant parce que je me suis permise de me plonger dans cette bulle et de la rencontrer de toutes les manières possibles. Quand je pense à mes lectures, il y avait une chose que j'aimais beaucoup faire, c'est me balader dans les librairies parisiennes. J'ai même fini dans une librairie belge et de demander d'entrer et juste de dire qu'avez-vous sur le thème de Médée. Alors des fois c'était il y avait rien, puis d'autres fois je repartais avec un sac bien rempli, et ça m'a ouvert plein de monde. Ça m'a permis aussi je crois, de trouver tous ces chemins d'empathie avec elle, d'arriver à la comprendre. Après, la force du livret du petit frère Corneille dans cet opéra de Charpentier, parce que si vous prenez la Médée de Cherubini par exemple, le livret est complètement différent, mais dans le livret de Corneille, c'est que Médée est présentée comme la victime quelque part. C'est pas un personnage monstrueux qui est difficile à défendre, puisque ce sont les hommes autour d'elle qui sont compliqués à comprendre, qui la manipulent, qui ne l'écoutent pas. Et même les autres personnages féminins, je pense notamment à Créuse,
la manière dont le personnage a été construit. C'était un personnage un peu bête. Enfin, elle était très isolée, en fait, en essayant de régler une situation parce elle est éperdument amoureuse de Jason. Elle n'a pas trouvé l'écoute autour d'elle. Elle était moquée aussi par sa position déjà de femme, encore plus de magicienne. Et donc ça a été beaucoup plus facile que ce que j'aurais pu penser de l'aimer. Et je pense que c'est de tous les personnages que j'ai chantés, non, peut-être qu'il y aurait aussi Chérubin dans Les Noces de Figaro qui est très différent de Médée, mais ce sont les deux personnages dont je m'identifie le plus. Je comprends Médée, je dis pas que j'aurais fait ce qu'elle a fait, en tout cas, pour moi tout est... C'est aussi la force des figures mythologiques, c'est qu'on, même si c'est des thèmes qui nous semblent être très lointains ou des extrêmes, il y a comme une leçon, une forme de morale à en tirer, peut-être pas forcément de choses vertueuses, mais en tout cas d'aspects de l'être humain. Là, Médée, c'est la passion, la jalousie poussée à l'extrême, mais on peut aussi voir autre chose que de la jalousie, c'est un amour profond, c'est un souci de communion, d'union de la famille. Elle qui n'a jamais vraiment réussi à avoir une famille et à créer un véritable socle, bah, c'est ce qu'elle aurait voulu avoir et qu'elle pensait trouver finalement avec Jason. C'est une femme qui a été beaucoup trahie, donc c'est aussi tout ça, ce sont des réponses à des blessures poussée à l'extrême puisqu'elle a une part d'elle qui est magicienne et qui du coup c'est juste un sentiment qui est exacerbé. Ça va beaucoup plus loin que nous, là où l'on irait naturellement, parce que elle, ça la dépasse. Arrivé à un moment donné, elle ne peut plus se contrôler et c'est la magie qui prend le dessus. Ce qui peut très clairement arriver aussi lorsque l'on est tellement heureuse que soudainement on a l'impression qu'on vole, on flotte au-dessus du sol. Ou alors quand on est très en colère, on peut tout casser. Enfin, c'est un peu dans ces extrêmes-là qu'on va chercher, et c'est aussi ça qui était fascinant parce que on est parti d'un personnage très réservé. En fait, dans l'opéra, les 2 premiers actes, c'est un personnage effacé. Donc on a une palette dynamique d'émotions et aussi évidemment d'expressions musicales et vocales qui est immense parce qu'on passe presque de l'inexistence à la superpuissance. Ça c'est incroyable parce qu'on peut pas le vivre au quotidien, mais en scène on a le droit et c'est un sacré cadeau. C'est un personnage
extrêmement complexe. Est-ce que avant de mener tout ce travail de lecture, votre agent mentionné, votre carnet dédié à vos recherches sur Médée, avant de mener tout ce travail, est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous redoutiez? Est-ce que vous aviez... Parce que c'est un personnage, oui, un peu dangereux, un peu inquiétant, à la fois dangereux dans l'absolu pour elle-même, pour ses proches, et puis peut-être qu'on a peur d'être contaminé, d'être englouti, d'être écrasé. Est-ce que ça fait peur de s'y confronter? Oui, c'est peut-être la seule fois où j'ai eu peur face à un personnage. Ce que je ressentais avant de l'aborder en répétition, donc même les semaines de préparation avant, c'était qu'elle allait me brûler. C'était vraiment un ressenti physique où je me suis dit que je n'allais pas... Léa, pour une fois, moi qui essaie toujours de garder une distance, de me protéger, comme je fais un métier où on est constamment sous la critique, en tout cas, voilà, il y a une partie de nous où il faut lâcher prise parce qu'on n'a pas de contrôle sur une partie de notre image, on rencontre beaucoup de monde, donc j'ai cette tendance à être déjà assez, pas timide mais réservée et à me protéger. Mais de m'aider, j'avais peur de ne pas réussir à me protéger parce que ça allait chercher dans des émotions que peut-être j'ai pas envie de laisser s'exprimer, ou peut-être même dont je n'ai pas conscience, faire remonter des choses. Après, quand je parle de brûler, c'est pas que émotionnellement, c'était aussi vocalement, parce que lorsqu'on aborde des personnages comme ça, si dramatiques, on peut perdre un contact avec le corps, c'est-à-dire que l'émotion nous dépasse. Donc on ne chante plus sur le souffle. Moi, la base de mon chant, de mon instrument, c'est chanter sur le souffle. Dès qu'on se déconnecte du souffle, on va chanter à partir des cordes vocales et là on se fatigue. Alors que si vous êtes sur le souffle, vous pouvez chanter toute la journée et c'est sans aucun danger. Et donc d'être dans cette émotion qui crée des tensions faisait qu'il y avait le risque. En plus, Médée chante beaucoup. À partir de la moitié de l'opéra, elle chante quasiment non-stop, donc il y avait ce challenge physique, vocal. J'avais beaucoup de peur, et je pense aussi que toute la préparation en amont a été la clé à mon épanouissement, parce que ça m'a permis de la comprendre, ça m'a permis aussi de me comprendre, de mettre une distance avec elle, d'explorer un peu toutes les émotions qui pouvaient me traverser pendant les scènes, parce que pour arriver à la comprendre, il fallait aller dans les extrêmes. Donc il fallait crier, il fallait pleurer. Je me souviens même d'un moment où on a fait une chorégraphie, et en fait, pour arriver à un espace de liberté dans cette chorégraphie, je me suis fait mal, et en y pensant a posteriori, je m'étais jamais blessée en répétition, mais là j'avais besoin d'aller dans la souffrance physique aussi pour comprendre déjà est-ce que c'était intéressant, ce que ça apportait, peut-être qu'en fait elle ne souffre jamais physiquement puisqu'elle a ses pouvoirs, enfin voilà, il faut aller pour moi creuser au fond du fond pour comprendre les limites, comprendre ce qui nous sert et arriver à conserver une distance. Et si je ne m'étais pas préparée comme j'étais préparée, je pense que la distance, j'aurais pas su la conserver et je me serais brûlée. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que vous vous êtes fait mal, parce que justement dans certains textes antiques, Médée s'en prend physiquement à elle. Dans certaines versions, elle se scarifie même, et dans d'autres, elle parle de la mort de ses enfants comme d'un auto-suicide, enfin d'un propre suicide, etc. Et justement, ça introduit un peu la dimension du corps. Médée, c'est une magicienne, c'est beaucoup d'émotions, c'est des cris, mais c'est aussi un corps féminin, un corps amoureux de Jason. Et justement, vous chantez, mais vous engagez aussi tout votre corps sur scène, et puis il y a aussi cette scène où vous dansez. Comment est-ce que vous avez également pensé votre corps pour engager tout le corps dans Médée, pas juste les émotions et la voix? En fait, ça s'est fait de manière inattendue, parce que la mise en scène était une mise en scène déjà créée dans d'autres théâtres auparavant, donc nous étions sur une reprise de mise en scène, ce qui est normalement un cadre dans lequel on a beaucoup moins de liberté, puisque le metteur en scène a déjà créé ses personnages et ses chemins. Il se trouve que la production a été créée pour des chanteuses très très différentes, parce que elle a été créée pour 2 chanteuses, très très différente de moi, aussi en termes d'âge, en termes de physicalité. Et moi j'ai tout de suite eu besoin
c'était un ressenti de trouver l'animal à l'intérieur d'elle. En fait, l'animal justifiait aussi une partie du personnage. C'était peut-être aussi ma manière à moi d'aller invoquer de la magie. Je trouve que la finesse et son intelligence est aussi animale, dans le sens, elle a comme un sixième sens, il y a une perception des relations, des situations, elle sent tout en avance en fait. Donc c'est instinctif, et l'instinct, l'animal l'a bien mieux que nous on a appris à nous contrôler, et je pense que c'est aussi ce qui fait peur au monde, aux personnes autour de Médée, c'est que il y a un moment donné où lorsqu'elle bascule, elle est incontrôlable. Et elle devient cet animal-là. Et en fait, le fait d'être à la recherche de mon corps pour aller inventer cet animal m'a donné des racines, m'a donné de la force. Donc ça a été comme un cercle vertueux en entrant dans mon corps, en demandant à ce qu'il y ait une chorégraphie, parce qu'en fait c'était pas du tout prévu. La danse qui était la danse des furies était normalement faite pour les danseurs. Et j'ai dit au metteur en scène, mais à quoi bon moi j'étais censée être assise et les regarder dans une forme de transe et de folie. Je lui dis, mais moi là, mon instinct, en plus c'est l'appel des furies, donc c'est Médée qui invoque tout ça. Ben, si je dois les invoquer, il faut que je sois la source de l'énergie qui va être invoquée, donc que ça passe par mon corps, et que ce soit le début de la transe et le début de la métamorphose aussi physique. Et c'était très intéressant parce qu'au tout début de l'opéra, j'avais un tailleur très guindé, des petits talons. On sentait cette forme de douleur intérieure propre à Médée, d'incompréhension de ce monde autour d'elle dans lequel elle circule, mais qui est à l'opposé de ce qu'elle est. Elle a décidé par amour, elle était prête à complètement se changer en fait pour entrer dans ce moule et ce carcan qui était à l'opposé de l'Amazone qu'elle est. Et plus la pièce avançait, plus le corps se libérait. À un moment donné, pendant la scène de l'invocation des furies, je retirais mes vêtements. Enfin, ça passait vraiment par une prise de possession du sol, ce qui était aussi, je trouve, très beau dans l'invocation des enfers. Enfin, il y avait quelque chose même inconscient du dessous, aussi de son inconscient, de tout ce qui se cache en dessous de ce monde imperceptible dans lequel elle puise sa force, en fait. Et après, pour mon chant, plus on avançait dans ce côté animal de Médée, plus mon chant était libre aussi, parce que le corps gagnait en liberté. Et ça, je trouvais ça comme couleur pour le personnage aussi fascinant, parce qu'il y avait comme un déploiement de l'instrument, un nouveau poumon presque, en fait, qui s'ouvrait, comme si enfin elle pouvait respirer, enfin elle pouvait parler. Et ça, je l'épuisais vraiment que dans le corps. J'étais pieds nus, ça aussi c'était nécessaire de sentir le sol, des déplacements qu'on a créés qui étaient vraiment pas du tout à la base les déplacements qui étaient conçus pour la mise en scène, se sont faits de manière très organique. Et c'était ça qui était beau, c'était que d'avoir emmagasiné la connaissance des films, des livres, des tableaux,
a fait qu'il y a eu beaucoup d'instinct qui est arrivé et qu'en fait ça s'est pour moi avéré juste parce qu'il y avait toujours une douceur dans le cheminement et les moments où on a eu où moi j'avais des doutes, il y avait aussi cette ouverture de la part du metteur en scène à dire ok, alors si tu questionnes ce déplacement-là, c'est qu'il n'est pas juste, donc comment on va le refondre pour que ce soit le mouvement de Médée et pas le mouvement de Léa qui doit suivre un parcours parce que la Médée a été créée comme ça. Et ça c'est une grande chance parce que encore une fois c'était pas prévu, mais au bout de, je pense, 3-4 jours de répétition, le metteur en scène nous a dit bon, it's not the plan, mais on va tout refaire parce que on était aussi une équipe comme ça qui appelait à se créer ensemble. Et je pense que mon rapport avec Médée et le message qu'on a pu transmettre aurait été complètement différent si on avait été dans un carcan au sein duquel on ne pouvait pas laisser place à la vie, en fait. Quel message vous avez l'impression d'avoir cherché à transmettre à travers cette interprétation de Médée? Et puis, de façon plus générale, qu'est-ce que vous avez compris sur Médée, sur vous, sur la société, sur les femmes, en ayant joué ce rôle? J'ai compris la solitude des femmes face au patriarcat notamment. J'ai compris la plus grande chose et le plus beau cadeau que Médée m'ait donné, c'est que j'ai compris que j'étais une femme en fait. Jusqu'à présent, j'avais beaucoup chanté de rôles de jeune page, beaucoup de chérubins, donc ce jeune garçon en découverte de ses sens, en proie aux émois, qui découvre les femmes, qui découvre la vie, qui s'émerveille. Et j'aimais dans la vie être j'aimais mon personnage androgyne, léger, joyeux, dans la découverte, toujours à vouloir créer du lien entre les gens, en tout cas être à l'écoute de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, aussi parce que c'était un chemin pour moi ces 10 premières années de chant où je me suis construite, où j'ai fait mes pas dans des maisons, mes premiers pas dans certaines maisons, où j'ai rencontré les équipes, mais c'était aussi facile de me cacher derrière ce petit personnage. Médée, c'est une des premières fois où j'ai été une femme aussi en scène, et là il fallait être une femme quoi. Vraiment, j'avais un rouge à lèvres rouge, j'avais des talons, c'était compliqué pour moi au début. Et j'ai compris que c'était compliqué parce que c'était moi. Et que c'était facile de me cacher. Et c'est aussi ça qui m'a intéressée dans tout le cheminement, c'est d'arriver à comprendre la force d'une femme qui est incomprise aussi, et qui a la force de regagner sa liberté. Alors après, on cautionne pas 2 secondes tous les meurtres, et ça c'est la partie qui m'échappe, mais elle m'échappe pas tant que ça, encore une fois, parce que pour moi elle est pas humaine. Donc c'est juste elle exacerbe que le fait qu'elle aille jusqu'au meurtre et à l'infanticide, ce soit juste pour nous faire comprendre, souligner un peu jusqu'où, la trajectoire du sentiment, mais de l'émotion. Et puis c'est arrivé un moment où j'ai eu 30 ans, c'était une sorte de réunion. J'étais entourée d'une équipe aussi dans laquelle j'étais en confiance, que ce soit l'équipe de l'orchestre, l'équipe de l'Opéra de Paris. Ça a été un moment où j'ai pris le plus gros risque de ma carrière, et aussi de prendre un risque. C'est un peu comme Médée en fait, elle prend le risque d'essayer de s'exprimer, elle prend le risque de s'exprimer, et à un moment donné de dire stop. Et après, les conséquences derrière, on verra. Mais mieux vaut parler pour être libre que de rester dans un faux bonheur, en fait. Ou de se plier à ce que la société attend d'elle.
Voilà, j'ai gagné un vent de liberté, d'expression, de connaissance de mon corps aussi, parce que comme je vous le disais, là, ce côté très animal, d'assumer que j'ai fait du ballet et que ça peut être utile, pas de manière artificielle, mais de manière dramatique pour le personnage, que je peux assumer un rôle principal aussi comme ça, que je peux le tenir une tragédienne, là où je tenais des petits garçons qui fanfaronnent. C'est comme une forme de métamorphose. C'est un énorme cadeau qui m'a été fait. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je l'aime autant, parce que elle résonne beaucoup à l'intérieur de moi. J'ai énormément d'admiration, en fait, pour ce personnage, pour cette femme. Et je sais que c'est bizarre, un peu à dire, surtout quand on a tous les clichés de Médée. Mais je crois que la vision que j'en ai est très tendre. Et comme j'ai cherché à la comprendre de A à Z, je justifie aussi un peu tout. C'est Meryl Streep qui dit ça souvent dans ses interviews, puisque elle est à la recherche de la métamorphose quand elle interprète un personnage. Elle dit que même si on doit interpréter en scène le personnage le plus abominable, ce personnage ne fait pas les choses de manière abominable selon sa perspective, et qu'il y a toujours un chemin d'empathie qui est possible, que l'on doit trouver, c'est notre mission. Même là, récemment, j'ai interprété le rôle de Popée dans Agrippine, donc un personnage qu'on a tendance aussi à voir avec beaucoup de clichés. Et ça a été très difficile les premières semaines de répétition parce que j'arrivais pas à trouver d'empathie avec ce personnage. Je le trouvais insupportable, vain, manipulateur. Et quand j'ai trouvé la clé, j'ai trouvé une grande liberté dans le corps aussi et dans le chant. Et je pense que ces clés d'empathie que j'ai pu trouver avec Médée m'ont libérée dans mon chant et m'ont aussi donné accès à un chant qui était plus proche de moi que jamais. Donc beaucoup, beaucoup de liberté. Vous venez d'évoquer Popée, vous avez également joué la reine Didon. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces héroïnes antiques ? Qu'est-ce que vous y trouveriez de plus par rapport à des héroïnes baroques ou contemporaines ? C'est des héroïnes qui ont beaucoup inspiré et du coup il y a énormément de nourriture à leur propos. La partie que je préfère de mon travail, c'est tout le processus de préparation, évidemment de répétition, mais me plonger dans des lectures, des points de vue très différents. Ce qui m'intéresse par exemple, faire le même opéra dans plusieurs mises en scène, c'est que je vais avoir une direction musicale différente et un metteur en scène différent. Mais si en plus, il y a de grands écrivains qui ont écrit à propos du personnage, des philosophes, des peintres, ça enrichit considérablement mon monde et ça donne de la matière au personnage. Et puis souvent, si c'est des personnages qui ont perduré, parce que dans la mythologie, il y a aussi beaucoup de personnages dont on ne parle pas, mais c'est que souvent c'est des personnages complexes, donc intéressants, donc riches, où il y a du matériel. Et c'est aussi mon métier en tant qu'interprète. Moi, je me nourris de ça et en interprétant Médée. Alors Didon un peu moins, parce que Didon, c'est un personnage dont il nous manque du matériel. Quand je pense notamment à Didon est né de Purcell, on sait que Purcell a écrit d'autres actes qui viennent probablement au début de l'opéra, mais on n'a pas la musique. Donc on arrive à la fin, le moment où elle meurt, on n'a pas eu le temps de comprendre tout ce qui s'est passé, tout le cheminement. Et Popée, c'est autre chose. Popée, c'est peut-être celle que je comprends quand même le moins bien, mais elle a été... Il y a tellement d'écrits qu'il y a aussi plein de manières de l'interpréter qui sont différentes et qui font que ça s'arrête jamais aussi. On peut toujours la repenser. Après, il y a quelques compositeurs ou librettistes, quand on prend la trilogie des Noces de Figaro avec les livrets de Da Ponte, où on a des personnages qui sont très complexes et où on a vraiment de la nourriture. Mais sinon, oui, les Iphigénies, par exemple, je sais pas pourquoi, mais il y a une forme de noblesse aussi dans les personnages, même de noblesse d'âme. C'est peut-être parce qu'elles existent depuis très longtemps et
Du coup, tous ces êtres humains qui ont parlé d'elle pendant toutes ces années, ça a créé une magie aussi autour d'elle. J'ai lu également que l'un de vos premiers rôles à l'opéra en 2016 était d'une des 2 servantes de Créus, déjà dans une Médée. Ce qui est fou, donc en fait votre carrière a vraiment été, alors jusqu'ici en tout cas, ponctuée par Médée. Est-ce que vous pouvez encore continuer de grandir avec Médée, ou maintenant que vous avez été la servante de Créus puis Médée, c'est un peu fini pour cette aventure et on s'arrête ici? Ah non, pour moi c'est le début, dans le sens où, bon, les servantes de Créus, je pense que je le referai pas. En revanche, je veux refaire des Médées. C'est-à-dire que là, on a ouvert une porte, mais c'est pas parce que j'ai chanté un rôle une fois que je le rechanterai pas. Au contraire, c'est ça qui est passionnant, c'est d'avoir des visions différentes, de continuer à la faire grandir, et puis aussi, du coup, de voir. J'ai Médée, 30 ans, comment sera Médée à 40 ans? Est-ce que j'aurai encore des choses à dire? Est-ce qu'elle aura évolué? Probablement. Il y aura des choses que j'aurais compris, que je comprends pas maintenant. Peut-être que j'aurais eu des enfants. Enfin, il y a une évolution aussi même physique du corps. Si j'ai des enfants, la voix va répondre différemment. Il y a des phrases qui vont résonner différemment. Mes collègues ne seront pas les mêmes. Si vous prenez même la même mise en scène, dirigée par le même chef, avec le metteur en scène qui est là pour faire la reprise des répétitions, mais un plateau différent, c'est plus le même opéra. Les collègues vont aussi être clés dans ce qu'on va vous donner. Si vous avez un Jason irritant, ce sera pas pareil que si vous avez un Jason tendre et amoureux. Mais ça viendra pas que de la définition du personnage par le metteur en scène, mais de l'énergie et de l'identité que va donner le collègue. Donc non, je rêve de me replonger dans Médée aussi parce qu'elle m'a tellement fait du bien et transportée. Que j'ai envie que ça continue, mais peut-être que c'était aussi juste cette flamme qu'elle a allumée et que ça reviendra pas. Je sais que c'était un moment, je sais que des moments comme ça dans ma vie, j'en vivrai pas beaucoup. L'objectif étant, idéalement, de tous les ans pouvoir avoir une production comme ça, mais déjà si c'est tous les 5 ans, c'est très beau. Aussi parce que des rôles si bien écrits, si complexe, il n'y en a pas énormément. Alors Médée, c'est un peu particulier parce que vocalement, ça ne représente pas de grand challenge, si ce n'est la tenue dramatique dans laquelle on peut se fatiguer. Mais on peut la chanter un peu avec pas tous les types de voix. Faut pas que ce soit un soprano léger, par exemple. Mais des voix centrales ou un peu aiguës ou un peu graves peuvent le chanter. Donc il n'y a pas la contrainte de temps, mais il y a certains rôles où à partir du moment où on les aborde, on sait que pendant 5 ans on pourra les chanter, peut-être 10 ans, mais après l'instrument va changer et même si je devais chanter par exemple Cendrillon, c'est un peu ridicule de chanter Cendrillon à 50 ans peut-être, parce que à 50 ans on est peut-être plus crédible dans le personnage aussi. Alors oui, on peut nous mettre une perruque, mais est-ce qu'on a aussi envie de chanter Cendrillon à 50 ans? Je suis pas sûre. Ou Chérubin, par exemple. Mais Médée, c'est vraiment un personnage qui est voué à me suivre. Après, ça dépend pas de moi. La beauté de là où je suis maintenant, c'est que j'ai la chance d'avoir des belles relations avec certaines maisons d'opéra, donc on peut parler, je peux dire tel rôle me plairait, mais la majorité des cas et des théâtres, c'est quand même un théâtre qui vous appelle pour faire un rôle. Donc il y a aussi un peu l'univers qui décide des rôles qui reviennent ou qui reviennent pas. Et alors justement, si l'univers était totalement... le champ des possibles était totalement ouvert, est-ce qu'il y a d'autres héroïnes antiques qui vous intéressent, qui vous questionnent? Armide, ce serait pas mal. Les Iphigénie, Antoride, Onolide, Armide de Lully ou Armide de Gluck, les Iphigénies de Gluck. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Pour sortir un peu de l'opéra, donc vous l'évoquiez en introduction, vous avez sorti votre premier album s'appelle Amazon. Pourquoi avoir invoqué la figure des Amazones? De quelle façon est-ce qu'elle résonne? Je crois qu'il y a notamment un morceau où vous dites nous sommes tous des Amazones peut-être. Et pourquoi est-ce qu'on est tous des Amazones alors?
Alors, déjà, pourquoi avoir invoqué la figure des Amazones? De manière très pragmatique, avec Yanis François, le musicologue avec qui je travaille, on cherchait un thème de disque. Pas pour chercher un thème, il fallait que ça regroupe à la fois de la belle musique, un thème fort. On voulait aussi de la musique inédite qui n'avait pas été rejouée depuis longtemps pour aller redécouvrir des partitions. Et on a traversé beaucoup d'idées sans jamais vraiment y aller. Et un jour, Yanis m'appelle, il me dit « J'ai fait un rêve, c'est les Amazones, c'est toi ». Et je dis « Ouais, clairement ». Que ce soit, comme je vous disais, par les rencontres que j'ai faites dans ma vie de femmes importantes, que ce soit mon histoire personnelle aussi, je me sens une Amazone quelque part. Donc c'était évident, on a trouvé de la musique, presque 80% du programme, c'était de la musique qui n'avait pas été rejouée, encore moins enregistrée. On l'a pas choisi parce qu'on voulait quelque chose d'inédit, mais on l'a choisi parce qu'on trouvait ça beau. Ça m'a permis aussi de m'entourer d'Amazone, mais je prends même Amazone au sens large, parce qu'il y avait des hommes dans ce projet, mais ces hommes, c'est des Amazones aussi. C'est des personnalités indépendantes, inspirantes. Après, les Amazones, on peut y mettre plein de choses. C'est pareil, moi je me suis créé mon Amazone de tous les récits que j'ai lus. J'ai mis aussi des choses à la poubelle parce qu'il fallait choisir. Et la pièce dans laquelle on dit « Nous sommes tous Amazones », c'est une pièce qu'a écrite Thomas Dunford, donc le chef de l'ensemble. Et c'est Erik Orsena qui a écrit le texte. Et en fait, en discutant, on s'est dit « Mais en fait, on est tous des Amazones. Dans le fond, il faut juste arriver à réveiller, à la ramener à la vie si elle est éteinte. » Amazone, 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 remontez à cheval, repartez au combat. Amazone, 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 nous sommes tous Amazones. Mais on est tous en quête de liberté, on est tous amenés à être en connexion avec le vivant, en connexion avec la nature, en connexion avec notre force, à s'assumer, à vivre aussi en collectif comme elle savait le faire. Bon, entre femmes, après, on valide pas forcément ce qu'elle faisait aux hommes, mais encore une fois, je trouve que c'est la beauté des mythes, on en fait ce qu'on veut. C'est juste là, je crois, pour nous inspirer et pour nous donner de la force. Donc dans le fond, homme ou femme, on est tous des Amazones. Il faut juste réveiller l'Amazone à l'intérieur de nous et la laisser s'exprimer. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où il faut qu'on apprenne à vivre avec le vivant, en tout cas qu'on réveille cet instinct aussi qu'on a perdu en vivant dans les villes. Quand on demande à un enfant d'où vient l'œuf et que l'enfant sait pas que ça vient de la poule, enfin il y a quand même un grand problème. Donc c'est aussi une manière de dire il faut se ramener, il faut revenir à la force qui nous entoure et à la petitesse à la fois de ce qu'on est, dans la grandeur de ce dont on évolue. Vous entendez les arbres brûler, les arbres brûler. Vous entendez les lamentants, les arbres tombent. Vous entendez les arbres nus, les arbres brûler. Vous ne voyez plus les orchidées, la cendre gagne. Et que c'est, je crois, notre avenir est aussi là-dedans, apprendre à vivre ensemble et apprendre à vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Voilà, quand je pense à une Amazone, elle est sur son cheval, mais avec le cheval, elle fait presque qu'un. Et c'est cette beauté-là qu'on voulait invoquer aussi. Eh bien, je pense que ce sont des très jolis mots de la fin. Merci beaucoup, Léa. Merci à vous.
Vous venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames, dans le podcast comme dans la vraie vie, que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube, @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Si vous voulez retrouver Léa Desandré cet été, son dernier disque Idylle sera en tournée en France et en Europe. Vous pourrez aussi la croiser à Salzbourg, où vous pourrez l'écouter performer Hôtel Métamorphosis de Vivaldi ou encore Zaïd de Mozart. Enfin, le mois de septembre verra la sortie de son nouveau disque Songs of Passion, suivi d'une tournée de ce programme à l'international. À bientôt!